En général, enfin je dis en général, mais toujours dans ce cas-là, moi je n'éprouve pas de sentiment partagé. Je n'en ai qu'un qui s'appelle la peine. Je me souviens de la mort de M. Lévesque, par exemple. Je rentre chez moi vers 1h du matin, et c'est un journaliste du Journal de Montréal qui m'appelle pour m'annoncer la nouvelle et me demander des commentaires. Alors, un commentaire, tout ce que je ressens, c'est de la peine. Et il avait été très discret d'ailleurs, il n'avait pas insisté. Et avec ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est encore cela que je ressens le mieux, c'est la peine. Et je trouve que le Journal de Montréal ce matin, avec un grand titre en première page, qui résume bien ce que je ressens et ce que probablement beaucoup de gens ressentent, ça s'appelle le Québec blessé. On a l'impression d'une immense blessure qui mettra beaucoup de temps à se refermer. Alors moi, j'ai de la peine devant ce genre de choses-là. Et par contre, j'essaie de voir un peu la signification de l'événement. D'abord, je me rends compte que c'est le premier crime sexiste avoué. Il y a eu des milliers de crimes sexistes dans l'histoire du monde, mais les hommes sont toujours arrangés pour ne pas les avouer comme tels. On avait une raison de faire ceci, on avait une raison de faire cela, tandis que dans ce cas-là, c'est un crime sexiste avoué comme tel. Je hais les femmes, je tue des femmes, je tue des féministes parce qu'elles veulent se libérer. C'est le message que le criminel nous envoie de façon très très nette et très claire. Donc, il y a quelque chose de nouveau là, un crime qui peut avoir une valeur exemplaire, c'est-à-dire après des millénaires, hein, il y a finalement un homme qui avoue qu'il hait les femmes, on n'en sait pas les raisons vraiment, et on a l'impression, nous étant hommes, qu'il nous force à avouer une part, en tout cas, de notre misogynie collective. C'est un crime politique, d'autre part, parce qu'il vise un groupe particulier. Hein, c'est comme l'apartheid en Afrique du Sud, on tue des Noirs parce qu'ils sont Noirs, et non pas parce qu'ils sont des êtres humains ou parce qu'ils ont fait ceci ou cela. Ça ressemble au crime politique de Hitler. On tue des Juifs parce qu'ils sont Juifs, et non pas parce qu'ils sont des ennemis de l'État ou des criminels ou quoi que ce soit. Dans ce cas-ci, on tue des femmes parce qu'elles sont des femmes. C'est leur seul crime, c'est d'être des femmes. Donc, un crime politique, selon moi, qu'a commis ce tueur-là. On a parlé d'un geste isolé, et je pense que oui, c'est un geste isolé de par sa nature. Je ne pense pas qu'on va retrouver ce genre de crime toutes les semaines dans notre société. Nous n'en avons pas connu de cette sorte auparavant, et je serais surpris qu'on en connaisse de cette sorte. Enfin, je peux me tromper, mais je ne pense pas qu'on connaisse ce genre de crime-là à répétition dans les mois des années qui viennent. Le geste est isolé de par sa nature, mais il n'est pas isolé historiquement. C'est un crime collectif contre les femmes. Mais des crimes collectifs contre les femmes, il y en a eu de toutes les sortes, et depuis toujours, et ils continuent de se perpétuer aujourd'hui. Je n'ai pas fait une liste exhaustive de ces crimes-là, mais je veux en rappeler quelques-uns. L'assassinat des bébés-filles dans nombre de sociétés, notamment la chinoise. Évidemment, on apporte toutes sortes de raisons, le plus souvent économiques, pour dire, bon, il faut, quand les bébés-filles naissent, les faire disparaître, parce qu'ils ne peuvent pas être utiles à la société. On va garder les bébés garçons, en général. L'excision et autres mutilations de toutes sortes, qu'on retrouve à travers l'histoire du monde, dans nombre de pays, et qui se perpétuent encore aujourd'hui. Pour moi, c'est un crime collectif contre les femmes. Les crimes collectifs des différentes églises, y compris la catholique. L'exclusion, la soumission, l'humiliation. Il y a cette affaire du Tchador qu'on voit en France actuellement, mais le Tchador, c'est un symbole de soumission presque éternelle imposée aux femmes dans la religion musulmane.
Dans la religion catholique, on sait très bien que les femmes n'y ont aucun droit et n'ont surtout pas droit à exercer les mêmes fonctions que les hommes. Et tout cela, avec le prétexte vicieux, je crois, qu'il s'agit de la volonté de Dieu. On se souviendra que la femme dans l'Église catholique n'a découvert son âme que depuis quelques années. Pendant des siècles, on s'est demandé si la femme avait une âme, et on répondait non, c'est un crime collectif des églises contre les femmes. Il y a les lois que nous nous sommes votées depuis des siècles, qui interdisaient aux femmes de voter, de tester, de contracter, de s'instruire, et là je pourrais en ajouter jusqu'à demain matin. Il y a bien sûr des progrès évidents de ce côté-là dans notre société, mais c'est loin d'être complètement acquis. Mais pendant des millénaires, les femmes ont vécu sous des lois qui étaient de véritables crimes collectifs contre elles. Les harems, qu'on retrouve encore partout dans le monde, officiels ou officieux. Je pense qu'il s'agit là d'un crime collectif contre les femmes. La prostitution obligée. Je ne parle pas de la prostitution consentie par un homme ou une femme qui décide de s'y adonner. Je parle de la prostitution des femmes, surtout parce que la plupart du temps, elle n'est pas consentie par les femmes elles-mêmes, qu'elle est obligée, qu'elle est imposée par des hommes sur ces femmes. Les femmes battues et violentées, dont on entend beaucoup parler, c'est une réalité présente dans notre société comme dans beaucoup d'autres. Ça a toujours existé et ça existe encore malheureusement aujourd'hui. Et c'est un crime violent contre les femmes. Et il y a finalement, si je voulais résumer, ce que j'appellerais l'esclavage généralisé des femmes. On les a parquées dans des rôles de soumission totale depuis toujours. Et c'est au moment où les progrès commencent à se faire qu'on s'aperçoit évidemment que le backlash peut être terrible. Et le crime qui nous occupe aujourd'hui, moi je ne crois pas que ce soit l'expression de la misogynie généralisée et historique des hommes. Je pense plutôt qu'il est l'expression extrême du backlash face au mouvement de libération des femmes. Donc vous voyez tous ces crimes non avoués, et pourtant des crimes collectifs contre les femmes. Encore aujourd'hui, beaucoup d'hommes refusent de reconnaître qu'il s'agissait ou qu'il s'agit de crimes contre les femmes. Alors je vois l'événement d'il y a 2 jours comme un réquisitoire violent qui nous fait un résumé absolument saisissant de la souffrance plusieurs fois millénaire des femmes. Si quelqu'un ne comprend pas, à partir du symbole que le tueur nous met en pleine face aujourd'hui, je sais qu'il ne peut pas comprendre. C'est que l'inavouable et l'inavoué apparaît tout à coup dans toute sa clarté. Voilà la condition des femmes. C'est ce qu'on nous dit. Violemment. Durement. Évidemment, on cherche des coupables. Qui est coupable? J'ai entendu des femmes à la radio dire « Nous sommes allés trop loin ». Dans nos revendications. Il y a beaucoup d'hommes qui vont dire « Oui, c'est vrai, c'est vrai ». Il y a des femmes même qui vont dire « C'est vrai ». Or, ce n'est pas. Les femmes ne sont coupables de rien. Les victimes ne sont coupables de rien. Il y a la culpabilité des hommes. Moi, je ne me sens pas coupable. Je sens une responsabilité collective, mais je ne me sens pas coupable. Je refuse le discours qui dit que tous les hommes sont des violeurs, que tous les hommes sont des batteurs de femmes, que tous les hommes sont des tueurs en puissance. Et je pense qu'il faut, aussi bien les femmes que les hommes, refuser de se laisser culpabiliser face
au geste d'un homme en particulier. Aussitôt que nous généralisons, nous devenons racistes ou sexistes. Il y avait un tract sur le mur à l'Université du Québec hier que j'ai trouvé dangereux. Parce qu'on y disait textuellement de la blague sexiste au génocide, il n'y a qu'un pas. Or, ce n'est pas vrai. Et c'est dangereux d'affirmer des choses de cette sorte. Et c'est de cette façon-là qu'on coupe tout dialogue. Et à mon sens, à ce moment-ci, ce dont nous avons le plus besoin, c'est du dialogue. Nous n'entendons presque plus le discours des hommes. Il se vit tous les jours. Les hommes continuent de vivre leur discours, continuent d'exercer le pouvoir à leur façon, continuent d'avoir toutes sortes de violences envers les femmes, envers les enfants, envers d'autres hommes, continuent à perpétrer des crimes contre l'humanité, mais nous n'entendons plus le discours. Il est un peu occulté par le discours des femmes. Ce nouveau discours des femmes que nous entendons très clairement depuis quelques années. Mais ce sont deux monologues. Deux monologues qui se rejettent l'un l'autre. Un discours de femme qui très souvent rejette tous les hommes. Un discours d'homme qui très souvent rejette toutes les femmes. Si nous voulons reprendre le dialogue, il faudra accepter de ne pas rejeter en bloc ni l'un ni l'autre des discours, mais avoir le courage de les discuter entièrement et par morceaux. Les hommes ont souvent tort, mais les femmes n'ont pas toujours raison. Il faudra que de part et d'autre, nous trouvions le courage de nous dire à l'occasion que cela n'est pas vrai, ou que cela ne se vérifie pas, ou que cela affaiblit le discours ou bien des hommes ou bien des femmes. Parce que, au-delà de tous nos discours, il y a une chose que nous partageons, pour le meilleur et pour le pire, et c'est la condition humaine. Généreuse et monstrueuse tout à la fois. Je ne crois pas que les hommes soient meilleurs que les femmes, et je ne crois pas que les femmes soient meilleures que les hommes, en aucune façon. Alors voilà, je pense que j'ai pas grand-chose à ajouter à la peine que je ressens, j'ai la plus grande peine. Je pense que devant une femme qui pleure, devant un homme qui pleure, devant un enfant qui pleure, on doit toujours éprouver la plus grande. C'est avec cette chanson de Jules Gaultier que nous allons nous quitter pour